Bonjour tout le monde, merci d'être disponible ce matin. Juste pour donner un contexte avant de passer la parole à Luc, mon nom est Christian Sirman, donc je suis au niveau au pôle Aerospace Valley et je voulais juste introduire cette séance. Nous avons constaté qu'il était souvent difficile de débuter la R&T avec des organismes et en particulier le CNES. Ne serait-ce que pour savoir comment procéder ou être compris dans la demande de R&T. Donc, le but de ce webinaire est de vous donner quelques éléments de contexte et de contact pour justement préparer ces activités. Il est important pour l'ensemble du développement de l'écosystème et de la filière qu'il y ait un certain renouvellement des acteurs, des activités, et ceci d'autant plus avec la dynamique New Space dans laquelle nous sommes. Donc, je vais vous présenter Luc Lefebvre. Luc Lefebvre vient du CNES. Il est à la direction de l'innovation des applications et de la science, et plus particulièrement dans la sous-direction de la préparation du futur. Il est expert en technologie et industrie. Et avant de lui passer la parole, gardez vos micros coupés. Les questions, vous pourrez les poser dans l'outil et Luc y répondra en fin de séance. Du moins pour les questions générales, les questions qui sont plus particulières ou individuelles, elles lui seront transmises pour qu'il puisse éventuellement vous répondre ou pour des contacts éventuels. La diffusion de la présentation et le replay seront faits à l'issue de ce webinaire. Donc, sous quelques jours, vous aurez une copie de la présentation et un lien pour accéder au replay. Luc, à toi. Merci Christian. Merci aussi à Aerospace Valley de m'accueillir en fait pour cette présentation. Effectivement, comment dire, j'ai essayé de travailler effectivement autour de cette question comment lancer des activités de R&T spatiale avec le CNES. Et c'est vrai que c'est avec plaisir en fait que je vais essayer de vous donner des pistes, justement des pistes pour savoir comment travailler avec le CNES, des pistes d'information, des points de contact. Voilà. Donc, encore une fois, c'est avec plaisir que je fais cette présentation. Comme le disait Christian, si jamais, voilà, comment dire, au cours de la présentation, des manques se font, n'hésitez pas en fait à poser toutes les questions que vous voulez et j'essaierai d'y répondre autant que je peux, bien sûr. Donc, effectivement, comme disait Christian, donc je suis Luc Lefebvre dans la sous-direction préparation du futur. J'ai un rôle, comment dire, effectivement, d'interface entre les aspects R&T, donc qui sont réalisés à la sous-direction de préparation du futur et le monde de l'industrie et des labos. Il est clair qu'en fait aujourd'hui la présentation sera assez centrée en fait sur le programme principal, le principal de R&T, donc qui est piloté à la sous-direction préparation du futur. Je vais quand même commencer par le remettre en fait dans un cadre un petit peu plus global. Et ensuite, effectivement, je vais le détailler en rappelant en fait les objectifs en fait de ce plan R&T, le processus de construction en fait du plan pluriannuel de R&T. J'aborderai des questions effectivement concrètes par rapport à comment je peux en fait proposer une idée R&T. Et puis, il était impossible effectivement de ne pas parler des programmes de R&D complémentaires, des thèses également, d'autres programmes R&D nationaux, et puis effectivement des programmes européens, parce que de toute façon, je dirais, ça sera un peu le fil rouge aussi de cette présentation, c'est-à-dire que tous ces programmes-là, en fait, sont bien sûr interdépendants, quoi. Et donc, dans la conclusion, j'essaierai de faire passer quelques messages importants qui me semblaient importants, voilà, par rapport à votre démarche de soumission d'action R&T. Voilà. Donc, en introduction, ce qu'on appelle en fait la recherche et technologie au CNES. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais aborder cette R&T par rapport aux systèmes orbitaux. Clairement, en fait, le CNES, en fait, c'est les systèmes orbitaux et les lanceurs, bien sûr. Par contre, bon, clairement, je n'ai pas forcément eu le temps de détailler cette partie-là.
Et avec Christian, on s'est mis d'accord pour que dans la présentation qui vous sera diffusée plus tard, je rajoute un petit slide au moins en fait avec les points de contact sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, j'aborde effectivement que le RT des systèmes orbitaux. Alors, bon, de manière très globale, hein, elle est réalisée au CNES, je dirais, dans deux cadres un peu généraux. Donc, il y a le cadre multilatéral. Ce qu'on appelle le cadre multilatéral, en fait, bah, c'est le budget du CNES, tout simplement. Voilà. Et puis, le cadre de l'Agence spatiale européenne, à travers la contribution du CNES, de programmes obligatoires ou optionnels. Alors, il est bien clair qu'il existe d'autres cadres, donc, dans lesquels en fait, le CNES est acteur à des degrés différents. Et c'est vrai que le CNES a un peu ce rôle-là, en tout cas, de rechercher des synergies et avoir une cohérence d'ensemble. Alors, ce n'est pas un vain mot parce que là, bon, j'ai donné quelques exemples en fait, de cadres autres, je dirais de cadres de R&D, mais en fait, il y en a plus que ça. Mais bon, voilà. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc ces cadres, bah, c'est quoi? C'est par exemple en fait les pôles de compétitivité, donc typiquement Aerospace Valley ici. C'est le RTRA STAE, donc Réseau thématique de recherche avancée. Ce sont les IRT, dont l'Institut de recherche technologique de Saint-Exupéry. On est en lien forcément avec les régions qui en fait financent également certains projets liés au spatial pour en fait généralement pour des applications un peu aval. Hein. Clairement, on est acteur en fait dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, donc PIA, piloté par le SGPI. Et puis, bien sûr, on est acteur en fait dans le programme cadre de l'Union européenne. Donc ça, j'en ai fait un point particulier à la fin de ma présentation. Alors, parmi donc tous ces cadres possibles, alors voilà, j'ai un peu fait une sélection. Donc clairement, encore une fois, la présentation est centrée sur le programme pluriannuel de recherche et technologie, ce qu'on appelle le PPRT. Associé à ce programme, de manière un peu complémentaire, je parlais en fait du programme R&T réactivité, du programme de démonstrateur, des composants stratégiques et des thèses. Un petit mot justement en fait sur ce qu'on peut faire en fait dans le cadre des PIA qui sont lancés, et en ce moment en fait on parle de proof of concept, donc des PPOC. Donc en fait c'est un peu le programme actuel, donc je vais dire un petit mot. Et côté programme ESA, voilà, j'aborderai bon, pour l'instant ce sont des acronymes, mais rassurez-vous, en fait je donne les noms complets après. Hein, donc le TDE, GSTP, ARTES, NAVIST et OMP. Et le programme de l'Union européenne, en fait, que vous connaissez un peu tous, qui est Horizon Europe. Donc, si j'en viens au programme, comment dire, un peu, qui est la porte d'entrée, si je puis dire, pour des études R&T avec le CNES, hein, c'est vrai que c'est la porte principale, il n'y a pas que celle-là, mais voilà, c'est quand même la porte principale. Donc, le programme de R&T des systèmes orbitaux. Alors, les grands objectifs, alors c'est clair que il s'agit de préparer les projets futurs, hein, c'est vraiment la base. Et puis, des objectifs associés qui sont pas de même nature, mais qui sont quelque part aussi forts. C'est-à-dire que par la préparation de ces projets, eh bien, on recherche une maturité technologique et une capacité d'expertise nationale. Et bien sûr, ce faisant, on a l'intention également de soutenir le tissu industriel et laboratoire en développant effectivement leur savoir-faire et leur compétitivité. Alors, le processus R&T couvre, je dirais, toutes les techniques et technologies qui rentrent en fait dans la conception et développement d'un système orbital. Hein, vous savez qu'effectivement, le CNES comment dire, a cette capacité de réaliser en fait des systèmes spatiaux complets. Donc, en fait, presque naturellement, la R&T que l'on fait en fait va couvrir les systèmes spatiaux complets, y compris en fait la valorisation des données recueillies. On en parlera un petit peu plus tard. Il y a un axe particulier de R&T qui a été créé pour ça. Alors, c'est vrai qu'on est assez friand, et ça me paraît tout à fait normal, hein, de gérer des sauts technologiques. Hein, c'était bien ça, comment dire, qu'à un moment donné, nous, comment dire, fait qu'on est à l'état de l'art, fait qu'on est compétitif, fait qu'on est compétent. Donc, on est vraiment à la recherche de ça. Et
y compris, je dirais, en fait, en allant chercher des techniques dans des domaines autres que le secteur spatial. Donc, je pense que c'est comment dire, ce qui se produit relativement régulièrement maintenant. Hein, je pense pas tant aux composants, mais pas que. Hein, en fait, demain, est-ce que les batteries en fait se feront pas comme ça aussi? Il y a probablement des chances également. Voilà. Alors, deux caractéristiques peut-être en fait de ce programme de R&T. Il faut savoir que il est quand même, il s'adresse quasi exclusivement à l'écosystème national. Une petite précision par rapport à ça, c'est-à-dire que clairement, en fait, des entreprises, je dirais, étrangères qui ont une entité en France, avec un numéro SIRET en France, sont des entreprises considérées comme entreprises françaises et peuvent tout à fait postuler à la R&T. Il arrive qu'effectivement, comment dire, lorsque la compétence, en fait, elle n'est pas en France et qu'il n'y a pas forcément matière, en fait, à développer en France et que cette compétence-là nous est nécessaire, clairement, en fait, on va la chercher hors de France. Et puis, deuxième point assez important, c'est que le CNES, en fait, c'est à la fois une agence et un centre de compétences techniques. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a un rôle éminent en fait, des directions techniques dans la préparation et l'exécution des activités R&D. Donc, je le rappelle ici, hein, donc il y a la direction des systèmes orbitaux, qu'on appelle la DSO, la direction du numérique, de l'exploitation et des opérations DNO, avec laquelle, effectivement, la DIA travaille pour faire le plan R&T. Mais là, je voulais en venir, c'est que le fait qu'on soit un centre de compétences techniques, ça veut dire que lorsque l'on discute en fait avec l'industrie, les labos, en fait de propositions R&T, il ne faut pas être surpris qu'effectivement, bah voilà, comment dire, on ait affaire à des experts et qu'en fait, qui sont, je dirais, capables, je dirais, de un minimum de comprendre ce qui est proposé, deux, en fait, probablement de le challenger. Et ça, ça devient intéressant en fait pour les deux parties, c'est-à-dire que les deux en fait gagnent, je dirais, à se parler, je dirais, à ce niveau-là. Hein, donc, c'est toute une richesse effectivement, comment dire, que comporte le CNES. Alors là, je ne vais pas insister beaucoup, hein, c'est simplement, en fait, j'ai décliné dans les trois directions dont je vous ai parlé, les sous-directions, pour que vous y repériez le jour, en fait, où vous allez poser, en fait, une action R&T, probablement que vous irez discuter avec le chef de service de la structure qui va bien. Donc voilà, je vous ai mis ça pour que vous ne soyez pas trop perdu. Et quand même, un petit peu en gras, en jaune à droite, là, la préparation du futur, voilà, que je mets un peu en avant parce que je suis de cette structure-là. Voilà. Alors, on en vient maintenant au processus de construction en fait, du plan pluriannuel de R&T. Donc, c'est un processus qui est déployé par l'équipe R&T de la sous-direction patronyme du futur. Donc, maintenant, je peux les nommer. Donc, en fait, elle est pilotée par Eric Bossari et puis Céline Angelidis. Alors, c'est un processus déjà annuel, donc, qui fait appel aux propositions externes au CNES et aussi aux propositions internes. On verra ça un petit peu plus loin. Il est doté de 18 millions d'euros par an et auquel on rajoute systématiquement en fait 60 hommes an, c'est-à-dire c'est là où on voit qu'effectivement la R&T en fait est plus que pilotée, c'est-à-dire en fait les gens ils passent du temps. Hein, d'un point de vue technique, hein, je ne parle pas que des aspects administratifs, mais je parle surtout là des aspects techniques. Donc effectivement, il y a un processus de sélection qu'on va voir un petit peu plus loin aussi. Donc là, ce qui vous intéresse, c'est de savoir que globalement, le taux de réussite, en tout cas de sélection des externes, c'est à peu près 30%, donc un tiers. Et le budget alloué à une action, c'est typiquement entre 50 et 100 kg € par CNES, et pour en fait, des actions qui durent en fait entre 2 et 3 ans. Là, ça, c'est à peu près la moyenne. Hein. Bon. Alors, un point également, c'est que, eh bien, et ça, on est tout à fait heureux en fait de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit chaque année en fait des nouveaux acteurs venir en fait proposer des R&T. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant parce que, bah, voilà, comment dire, on n'est pas notre tour d'ivoire, loin de là. Et, on n'est pas persuadé qu'effectivement, en fait, les bonnes idées viennent, j'irais, de partout. Et encore une fois, on est à l'affût de ces bonnes idées-là. Donc, à chaque fois que les nouveaux acteurs tapent à la porte, on est tout à fait
tout à fait content. Et puis, donc, c'est un processus en évolution constante. Peut-être que j'en dirai un petit mot tout à la fin de la présentation, parce que voilà, comment dire, le processus lui-même, la manière de faire de la RT, eh bien, doit s'adapter également en fait aux nouvelles donnes extérieures. Hein. Donc, en fait, quelque part, c'est normal que le processus RT évolue. Donc, à droite, je vous ai mis un petit peu la répartition donc, en budget par type de titulaire. Donc, grosso modo, il y a à peu près un petit tiers entre les labos, les PME, PME étoiles. Alors, PME étoile, en fait, c'est. Je vais voir un trou du coup là. Bon, je pense que. Bon, c'est le problème avec les consolidations des groupes. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois qu'en fait, ce sont des PME, c'est des entreprises donc, considérées comme des PME, mais associées à de grands groupes. Voilà. Merci, Christian. Donc, à peu près, voilà, plutôt 20% en fait pour les maîtres d'œuvre satellites, 12% pour les ETI, 3% pour les autres grands groupes, et puis en fait 3% pour les autres, en fait, dans lesquels je pense il y a donc des types d'entreprises genre SS2I ou bien ce qu'on appelle des STS, en fait, c'est-à-dire des sociétés technologiques et scientifiques. Voilà. Alors, je vous ai mis en fait cette échelle de TRL parce qu'on en parle relativement souvent dans la présentation. Et pour vous dire que la RT, voilà, en fait, c'est un plan en fait qui adresse des actions entre un TRL 2, en fait, qui voilà. Donc le moment où en fait le concept technologique ou l'application est juste formulée, jusqu'à un TRL 5 où en fait on fait la vérification en environnement représentatif de la fonction critique au niveau composant et ou maquette. Donc c'est quand même assez important en fait d'avoir ça en tête hein, pour qu'on parle de la même chose. Hein. Sachant que bon, ce que j'ai mis en orange, en fait, c'est plutôt, on verra un peu plus tard aussi, dans le plan démonstrateur que l'on pilote également, le plan démonstrateur qui va effectivement d'un TRL, bon, grosso modo 6, mais ça peut démarrer à 5 jusqu'à un TRL 7, où en fait on fait une démonstration à ce moment-là en environnement opérationnel de l'élément de l'équipement concerné. Quoi. Alors, là, c'est quelque chose sur lequel en fait je vais passer assez vite, mais qui vous permet en fait de comprendre lorsque vous allez lire en fait le livre bleu ou l'appel à idées, etc. Bon, il est clair en fait que toutes les activités R&T, comme je disais en fait, couvrent l'ensemble, je dirais, d'un système spatial. Donc, pour à la fois, je dirais, s'y retrouver et parce que là, comment dire, ça repose sur des compétences un petit peu différentes. Donc, toutes ces activités R&T sont découpées en ce qu'on appelle en objectifs R&T, portés en fait par des responsables d'objectifs qui sont donc dans l'équipe R&T de la sous-direction de préparation du futur. Donc, je vous les indique en fait ici. Le premier, c'est Patrick Dumont, en fait, qui est responsable de ce qu'on appelle des objectifs, donc localisation, navigation et collecte de données, des aspects de l'objectif lié à la sécurité des systèmes spatiaux et de l'objectif télécommunication spatiale. Ensuite, vous avez Pierre-Gilles Tizien, qui est responsable des objectifs observation de la Terre, développement des usages du spatial et exploration de l'univers. Enfin, bien sûr, on n'a pas tout à fait fini. Pierre Lemétayer est responsable d'objectifs plateforme et système bord-sol. Et enfin, Patrice Benaroche est responsable des objectifs microtechnologie et environnement spatial et de l'objectif technologie et technique et technologie générique. Alors ici, c'est pareil, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, en fait, dire que simplement pour vous dire que les objectifs sont eux-mêmes découpés en axes, voilà, et ça vous permet, par rapport en fait au sujet de R&T que vous allez proposer, de savoir assez rapidement en fait dans quel objectif et axe en fait vous allez vous trouver. Et voilà, donc ça vous permet d'aller un peu plus facilement regarder l'endroit qui vous intéresse dans le livre bleu ou l'appel à idées, par exemple. Il y a un petit peu de latence. Voilà. Donc, on en vient au déroulement du processus de R&T lui-même. Alors, ça commence par la partie collecte-idéation avec la construction de l'appel à idées, donc externe. Donc, c'est un appel à idées et en fait, ça, je tiens
souligner, c'est-à-dire en fait, dans lequel il y a bien sûr les priorités du CNES, mais surtout en fait en concertation avec tous les partenaires extérieurs, c'est-à-dire à la fois industriels, labos, voilà. En fait, c'est là-dedans où, comment dire, où encore une fois, on met les priorités, mais encore une fois, qui n'ont pas été édictées par le CNES en fait dans sa tour d'ivoire. C'est vraiment, comment dire, par rapport à l'environnement extérieur, je vais dire presque global. Là-dedans, en fait, le CNES en fait définit ses priorités. Donc ça, en fait, c'est un appel idée qui apparaît, on verra tout à l'heure, en fait, sur le site externe, généralement fin juin. Ensuite, entre fin juin et puis, je crois que c'est mi-septembre, c'est le moment, en fait, pour vous de déposer les propositions que vous avez sur le site externe. Donc, jusqu'à peu près, jusqu'à mi-septembre. Ensuite, voilà, on rentre dans une première phase, je dirais, de sélection. En fait, qui est opérée par les services techniques. Et cette sélection, elle est uniquement en fait basée sur la pertinence technique. En fait, c'est un premier filtre pour dire voilà, comment dire, ce qui nous est proposé, c'est effectivement intéressant ou pas intéressant d'un point de vue technique. Ensuite, donc suite à cette première sélection, on rajoute les propositions internes du CNES, et en fait par un appel à idées interne. Et c'est à la fois cette somme, je dirais, des propositions externes et des propositions internes, c'est cette somme en fait d'idées R&T qui rentrent dans les comités de pilotage. Donc là, bon, on passe dans la partie priorisation. Donc toutes les actions R&T. Alors j'ai quand même oublié de dire tout à l'heure. Oublié de vous donner un chiffre qui est quand même assez important, c'est-à-dire qu'on reçoit plusieurs centaines de propositions R&T externes. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, en fait, on est à peu près à 600 propositions. Cette année, en fait, c'était moins parce que, voilà, il y a probablement eu, je dirais, à la fois l'effet Covid et des actions qu'on a prises également en faveur de diminuer un petit peu ce nombre parce que il y a des actions R&T typiquement qui n'avaient pas besoin de repasser en fait par ce premier filtre, qui étaient typiquement des actions en continuité et que le service technique jugeait pertinent en fait de reproposer. Donc en fait, il ne passait pas en fait par cette sélection initiale. Mais quand même, il reste, voilà, j'allais dire 400 cette année ou 450, je ne sais plus, mais l'ordre de grandeur, c'est entre, je dirais, 450 et 600 propositions. Donc ça fait quand même un certain volume. Voilà. Donc, toutes ces propositions R&T, voilà, elles sont analysées, sélectionnées dans ce qu'on appelle les comités de pilotage et qui sont réalisés par objectif. C'est là où on voit en fait l'importance de cette notion d'objectif. Il est clair qu'on ne va pas avoir un comité de pilotage en fait qui va adresser toutes les propositions. Ce n'est pas imaginable. Alors, j'insiste un peu sur les 4 critères qui prévalent pour en fait avoir quelque part une bonne notation à l'issue de ces copiles. Donc, c'est la cohérence avec la politique technique, c'est-à-dire en fait la cohérence par rapport à ce qui était proposé en fait dans l'appel à idées. C'est le caractère innovant, bien sûr, c'est le but de la R&T. C'est des perspectives, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y a une préparation, est-ce qu'on est en préparation de projet, et quel est, je dirais, le caractère, je dirais, d'augmentation de la compétitivité et de l'expertise à travers de cette action R&T. Alors, issu de ces copies, donc en fait, il y a vraiment une notation, c'est-à-dire en fait, les actions sont interclassées les unes par rapport aux autres. Et on passe donc dans la dernière phase, en fait, qu'on appelle la synthèse des copies, c'est-à-dire qu'une fois que les actions sont interclassées, donc à partir de leur note, si on peut dire, issues des copies, eh bien c'est là où on place, je dirais, la fameuse barre budgétaire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout prendre. Alors, le budget ne fait pas tout non plus, c'est-à-dire que les actions qui sont très mal notées, même si on avait un budget important, elles ne passeraient sûrement pas. Donc, c'est quand même, on place d'abord en fait effectivement le cadrage budgétaire et donc ce qui est au-dessus, en fait, c'est sectionné, ce qui est en dessous ne l'est pas, mais quand même, et c'est là en fait tout le rôle de synthèse de copie, c'est-à-dire que les actions qui sont un peu, je dirais, moyennement notées, en fait, généralement, il y en a quand même, je dirais beaucoup, en fait, enfin, je veux dire,
c'est comme une courbe de Gauss, c'est-à-dire en fait ceux qui sont vraiment, on va dire, presque extraordinaires, ben, il n'y en a pas forcément beaucoup, ceux qui sont vraiment extrêmement mauvaises, il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà, donc après, au milieu, il faut faire un choix. Et là, en fait, il y a d'autres considérations qui arrivent, comment dire, typiquement par exemple de RH, c'est vrai, il faut quand même le dire, hein, voilà. Enfin, c'est une des contraintes supplémentaires que l'on analyse à ce niveau-là. Et puis après, c'est vrai qu'aussi, il y a les aspects, je dirais, de priorité, en fait, hein, d'où le caractère d'urgence, en fait, pour engager une action plutôt qu'une autre. Hein. Enfin, voilà. Donc, tout ça se fait de manière un peu, de manière aussi transverse, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe R&T organise, en fait, tout ce processus, mais encore une fois, c'est fait clairement, fait de manière je veux dire, collégiale, en fait, avec tous les services techniques concernés, les sous-directions techniques concernées. Voilà. Ensuite, on passe, je dirais, à la phase lancement des actions sélectionnées. Donc, elles apparaissent dans le livre bleu qui est diffusé lors de la journée de l'innovation. Donc, ça, c'est généralement fin janvier, début février. Ensuite, il y a à peu près un mois, comment dire, laissé aux candidats pour se positionner en fait sur les actions du livre bleu. Jusqu'à peu près début mars. Et ensuite, on lance en fait ce qu'on appelle le revue d'engagement d'affaires. Donc, c'est en ce moment, donc c'est mars, avril. Donc, on verra un peu plus loin. En fait, ces revues sont là pour définir déjà en fait le montage industriel, le type surtout en fait de contrat qu'on va passer, soit du gré à gré, soit de la consultation. Et c'est là-dedans aussi où là, on va discuter des aspects de propriété intellectuelle. Donc, c'est quelque chose en fait qui est quand même assez important. Alors, une fois que les REA sont passés, donc bon, effectivement, comment dire, les heureux élus en fait sont informés et on passe à ce moment-là dans la phase de contractualisation qui se veut la plus courte possible, mais bon, il y en a quand même beaucoup, et on arrive après à la phase de réalisation proprement dite. Alors, par rapport en fait à ce processus, je voulais mettre un peu en exergue en fait des points assez importants. Le premier, voilà, puisqu'on en fait on est dans un cadre R&T et que l'on recherche en plus, on demande en fait des propositions innovantes, c'est clair que très rapidement en fait se pose la question de la confidentialité. Ça paraît tout à fait légitime. Donc on est extrêmement en fait sensibilisé à ça. Voilà. Et donc on peut vous dire que le processus garantit en fait la confidentialité de bout en bout. C'est-à-dire que à un moment donné, voilà, lorsque quelqu'un en fait nous dit que sa proposition est confidentielle, alors bon, il faudra peut-être revenir en fait préciser ce que ça veut dire confidentiel. Une proposition qui manifestement n'a rien de confidentiel, on en discute et puis voilà, on voit si on la laisse comme ça ou pas. Mais clairement, en fait, lorsqu'un industriel en fait se positionne par la R&T en fait sur un sujet qui est stratégique pour nous, etc., clairement, en fait, ça, on n'ira jamais le diffuser. Et un petit mot également sur le caractère de rupture. Alors, confidentialité et rupture, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Rupture, en fait, c'est vraiment le caractère innovant, très fort. Donc, qui, quelque part, en fait, probablement, en fait, est de niveau, je dirais, d'être breveté, quelque chose comme ça. Donc là, en fait, on le prend en compte, bien sûr, aussi. Donc, on est extrêmement vigilant à ça également, en termes de diffusion de l'information. Et par contre, ce caractère innovant, en fait, il est entériné par le CNES. En fait, au moment des copiles, on se pose la question quand même de savoir en fait si c'est une vraie rupture ou pas. Alors, il y a des moments, c'est clairement une rupture, il y a des moments, en fait, c'est pas forcément. Et là, je vous rassure aussi, ce caractère de rupture-là, en fait, si on doit quelque part le déclasser, on le fait surtout pas de manière unilatérale. C'est vraiment en accord en fait avec le proposant, on discute et on dit voilà, écoute, pour nous, c'est pas un caractère de rupture. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, ben voilà, en fait, l'action elle est déclassée, elle devient une action tout à fait standard. Et si on n'est pas d'accord, ben, tout simplement l'action ne se fait pas. Il n'y a pas de difficulté. Tout ça pour dire que dans les deux cas que je viens de citer, donc d'action confidentielle et en rupture, les actions, bien sûr, ne figurent pas au livre bleu. Voilà. Donc ça fait partie de ce processus de confidentialité de bout en bout. Et, chose importante, en fait, la contractualisation se fait en gré à gré, bien sûr, avec le proposant. Alors, dans le livre bleu également, vous verrez, si vous allez le consulter, il y a une colonne en fait, où on parle de titulaire, mais en fait, c'est un titulaire envisagé. C'est-à-dire que, bon, c'est à l'issue des copiles, on a quand même une idée avec qui on va pouvoir travailler.
lorsqu'il y a, en fait, il y a un titulaire unique, c'est que probablement on a de bonnes raisons de penser qu'on partira en gré avec lui. Mais voilà, si vous voulez quelque part le challenger, vous avez tout à fait le droit aussi. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ça c'est discuté et décidé lors des revues d'engagement d'affaires. Alors, autre point important qu'il faut expliquer, c'est que le CNES est soumis aux règles de la commande publique, c'est-à-dire qu'en fait, qui impose le principe un peu de base de la mise en concurrence, mais sauf justification. Et d'emblée, justement, comment dire, les statistiques montrent que on passe presque 3/4 des actions en gré à gré pour des raisons justement de politique industrielle, de suite d'études, de rupture justement, j'en parlais tout à l'heure, de propriété de moyens ou de propriété de moyens, pardon, ou de propriété intellectuelle, voire de compétences uniques. Ce sont tous des critères en fait sur lesquels on se base pour justifier une négociation directe. Voilà. Alors, ce qui veut dire que là aussi, il peut arriver, et ça donc il faut l'expliquer, et la raison c'est que, encore une fois, on est soumis aux règles de la commande publique, et donc de base en fait à la consultation. Si en fait on ne justifie pas par ces différents critères de partir en gré à gré, et ben, en fait l'action est ouverte à la consultation, c'est-à-dire que quelqu'un qui émet une idée peut très bien en fait se retrouver en consultation avec d'autres. Là encore, bon, une petite précision, c'est que probablement, celui qui propose l'idée a probablement en fait une avance par rapport aux autres. Voilà, donc, dans la consultation, ça devrait se voir quand même. Voilà. Alors, un petit mot en fait sur les revues d'engagement d'affaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, elle statue sur les clauses de propriété intellectuelle. Donc, c'est quand même un point tout à fait important concernant les résultats, les logiciels. Donc, c'est-à-dire en fait, typiquement, c'est quoi? C'est est-ce qu'on part en concession, c'est-à-dire en fait, il y a comment dire, le titulaire en fait reste propriétaire et en fait le CNES peut l'utiliser, ou alors en fait c'est le régime de la cession, c'est-à-dire que le CNES en fait en devient complètement propriétaire. Et en ce qui concerne en fait les brevets, bon c'est pareil en fait. Pour là, les brevets, bon, clairement en fait on part sur le principe de la copropriété en fait, parce que le CNES quelque part finance, donc en fait on part sur le principe de la copropriété. Par contre, effectivement, il y a des clauses en fait je dirais, d'exploitation de ces brevets-là, d'utilisation, et on applique généralement en fait les accords GIFAS. La base, ce sont les accords GIFAS. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, pour le monde industriel. Pour le monde, je dirais, académique, on a très souvent en fait des conventions. Hein, je parle, par exemple, je pense très, très fortement à l'ONERA, le CEVA, le CNRS, etc., le TESA aussi, je crois. Oui, le TESA, effectivement, je crois qu'on a des conventions. Donc, en fait, c'est des cadres dans lesquels en fait, tout est prédéfini, en fait, hein, voilà. Et y compris, justement, les considérations de propriété intellectuelle. Dernier point important, en fait, c'est que le cofinancement, c'est la règle habituelle de la R&T. Alors, pourquoi? Parce que, quelque part, en fait, ça... et je reviendrai, en fait, même dans la partie conclusive, ça permet, effectivement, de tester, on peut dire un petit peu, oui, en fait, le positionnement en fait, du proposant, dire en fait, quelque part, quelle est sa motivation aussi, quoi. Donc, alors clairement, en fait, on n'applique pas les taux de la même manière, en fait, en fonction des types de proposants. Les grands groupes, en fait, dont les maîtres d'œuvre industriels, on leur applique généralement un cofinancement de 50%. Les moyennes petites structures, c'est du cas par cas entre 30 et 50. Et bon, tout ce qui est start-up, TPE, etc., en général, on ne demande pas de cofinancement quand même. Et les laboratoires, c'est un petit peu différent. C'est que le cofinancement en fait, passe en fait, par la valorisation des RH. Alors, j'ai mis... D'accord, je vais essayer un petit peu. Alors, donc, dans le concret des choses, comment proposer une idée R&T? Alors, tout simplement, il y a un site externe en fait, qui existe, sur lequel je vous invite à aller. Donc, il vous donne en fait des informations générales, dont les dates de dépôt, des propositions. Vous avez le texte de l'appel à idées. Alors là aussi, en fait, franchement, pour comment dire, ceux qui arrivent, je dirais, qui ne connaissent pas le processus R&T, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir parce que vous allez pouvoir en fait, vous positionner par rapport à ce qui est demandé en fait en termes de niveau technique tout simplement déjà, hein, et après en termes de sujet. Ainsi que le livre bleu, là aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé en fait, de manière un peu habituelle. Alors,
un point important, c'est qu'on insiste sur le fait que ce sont les services techniques qui sont vos premiers interlocuteurs pour élaborer une proposition R&T. Vous avez la liste des chefs de service dans l'appel idée ou le livre bleu. On insiste sur ce point parce que là encore, en fait, ça vous permettra de vous jauger en fait, par rapport à ce qui se fait. Et très probablement, une idée qui a été maturée avec les services techniques, en général, je dirais, ça se sent au niveau des sélections. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà. Alors, en fait, d'ailleurs, c'est un peu le point suivant, c'est-à-dire en fait, les propositions qui sont en ligne avec le cadrage technique, c'est-à-dire en fait, avec les plus petites du CNES, bien sûr, en fait, on a une meilleure chance d'être sélectionné, mais pour autant, on est tout à fait attentif en fait à des idées qui ne sont pas forcément dans nos priorités et qui ont un fort degré d'innovation, parce qu'encore une fois, on ne fait pas, je dirais, la R&T tout seul dans notre tour d'ivoire. D'autres lieux d'échange, en fait, ce sont les rencontres de technologie spatiale. Alors, je vais peut-être passer un petit peu vite parce que Christian m'a dit qu'il fallait que j'accélère un petit peu. Donc, ça s'est organisé effectivement par les responsables d'objectifs et c'est l'endroit où, après quelques années, sur un sujet donné, voilà, on fait un peu l'état des lieux et en fait, on donne les tendances. Peut-être que certains d'entre vous en fait, connaissent l'Ecomet. Donc, là, je vous invite à aller voir sur le site aussi. C'est un outil d'open innovation en fait, voilà, qui permet de rassembler, je dirais, tout type, je dirais, d'intervenants en fait académiques, industriels, on va dire de manière assez large, pour justement en fait discuter de manière assez libre pour faire émerger des idées innovantes. Et puis bien sûr, j'en ai déjà parlé en fait de la journée de l'innovation, au cours de laquelle effectivement vous pouvez rencontrer quand même, je dirais, beaucoup de personnes qui pourraient vous intéresser. Alors j'en viens en fait au programme complémentaire et thèse. Alors en premier lieu, peut-être le programme de réactivité. Alors, c'est un programme que l'on a mis en place en fait il y a à peu près 3 ans maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que le processus RT, vous l'avez vu, en fait, il y a une certaine, j'allais dire, complexité, on peut dire ça comme ça, allez, j'ose le mot. Donc, du coup, effectivement, comment dire, il peut paraître effectivement de temps en temps un peu lent. Mais il a d'autres vertus aussi, c'est qu'en fait, il est extrêmement transverse. Donc, voilà. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'on avait des demandes parfois qui avaient un caractère, je dirais, d'urgence et d'opportunité pour aller chercher un marché typiquement, ou alors en fait pour se positionner, pour dérisquer en fait un équipement pour être embarqué dans une future mission. Et ça tombait, je dirais, bien sûr en dehors du processus, en dehors du calendrier du processus standard. Et on s'est rendu compte que des fois, pour quelques, je dirais, 50 kg ou 100 kg euros, on pouvait permettre à un industriel ou un laboratoire de bien se positionner, en fait, encore une fois, sur un appel d'offres. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et donc on a mis en place, en fait, ce programme de réactivité qui est asynchrone, en fait, du programme principal. Donc, il est doté, en fait, d'entre 1,5 million d'euros par an. Et effectivement, ça concerne des actions intérêts plutôt élevées parce que, on dire, justement pour intéresser, ou se positionner en fait sur un appel d'offres, bon, déjà, il faut avoir quand même un peu dérisqué, je dirais, ce qu'on propose. Alors, pour postuler, en fait, il faut faire une demande via les services techniques, c'est donc eux qui nous remontent les demandes de réactivité. Et là, donc, c'est suivi en fait d'une phase d'instruction, donc entre nous et les services techniques, et d'une phase de décision très courte pour viser une concrétisation en fait en 1 à 2 mois. Voilà, donc là, on fait vraiment le maximum pour aller le plus vite possible. Et par nature, les propositions sont en gré à gré, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, l'équipement proposé a déjà été maturé par celui qui le propose, la technologie. Donc, voilà. Et quelque part aussi, partir en consultation alors qu'en fait, on est dans le cadre d'activité, ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc, je passe maintenant au programme démonstrateur. Donc, programme également complémentaire à un programme de R&T. Donc, c'est un programme en fait qui, quelque part, prend le relais d'action R&T. En fait, il permet d'accroître le niveau de maturité jusqu'à un TRL 5 à 7, jusqu'à un stade en fait, de revue de qualification.
Et c'est vrai qu'il a été mis sur pied en fait pour combler ce qu'on appelle cette phase un peu de vallée de la mort, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait qui est intéressant, mais qui n'a pas fini de faire ses preuves, en tout cas en termes de faisabilité ou en tout cas de diminution de risque pour vraiment intéresser un projet. Et donc, il y a des projets en fait qui vont hésiter à prendre ou à émettre, je dirais, de l'argent, tout simplement aussi, pour prendre cet équipement. Donc voilà, le programme démonstrateur, il est fait pour ça. Donc lui, il est doté d'un budget de 2 à 2,5 millions d'euros par an. Et effectivement, les budgets moyens en fait, d'une action sont un petit peu supérieurs parce qu'en fait, lorsqu'on parle effectivement de qualification, etc., c'est quand même du temps et donc forcément, le budget s'en ressent. Donc là, les propositions nous viennent également des services techniques en fait, qui vont contacter les industriels et les laboratoires parce que, comme je disais, en fait, généralement, en fait, ce sont des suites en fait, d'actions R&D. Donc, c'est les services techniques en fait, qui sont très bien placés pour savoir si en fait, comment dire, une action mérite effectivement d'être poursuivie pour aller jusqu'en démonstrateur et en finale en faire un produit commercial, bien sûr, hein, ou implanté sur une mission scientifique. Voilà. Vous avez, comment dire, je vais donner quelques informations en fait sur le calendrier. Voilà. Donc là, le plan il est entériné le plan qui est entériné est affiché dans le livre bleu. Par contre, c'est le plan entériné, c'est-à-dire qu'en fait, le livre bleu, pour le coup, ne fait pas office d'appel à candidature. Et donc là, le point de contact, donc chez nous, c'est Amaury, la rue d'Autonomie. Un petit mot en fait sur le programme de composants stratégiques. Donc, alors il est complémentaire de l'axe NT4. Voilà, donc on parle d'axe ici pour les terrains en fait jusqu'à 7. Donc là, l'objectif c'est de développer des composants filières de composants électroniques pour une mise sur le marché. Alors le point important qu'il faut retenir, c'est que ce n'est qu'une partie, je dirais, de l'effort français qui est réalisé au niveau européen. Il y a tellement, je dirais, d'enjeux et de besoins de budget qu'en fait, c'est forcément au niveau européen que ça se passe, en fait, ces choses-là, pour accéder, en fait, à une indépendance stratégique concernant les composants électroniques. Donc, il est doté de 2,53 millions d'euros par an. Là, c'est pareil, des actions, en fait, alors, les budgets, pas de budget moyen, c'est difficile parce qu'en fait, il y a des actions, je dirais, à 5 euros jusqu'au euro quand même, parce que voilà, vous savez très bien que c'est pour développer en fait un composant, c'est extrêmement cher. Donc voilà, très rapidement, on arrive à des montants comme ça. Donc là aussi, étant donné que la roadmap a été, je dirais, largement discutée au niveau européen entre, je dirais, les agences, les fabricants, les utilisateurs, les financeurs, etc., on arrive à une roadmap qui est extrêmement ciblée. C'est-à-dire quelque part, on sait déjà ce qu'on va faire et très probablement avec qui on va le faire. Ça veut dire que du coup, les actions sont quasiment tout le temps en fait, passées en gré à gré. Donc là, également, c'est dans le livre bleu, mais qui ne fait pas appel à candidature. Un petit mot sur le programme des thèses. Donc, aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure en termes de conclusion, mais en termes de préparation du futur, clairement, en fait, les thèses en font partie. Donc, sur des sujets de recherche scientifique ou techno en lien avec le spatial et qui correspondent en fait aux priorités définies en fait lors des séminaires de prospective. Donc, effectivement, ça brasse tous les enjeux scientifiques, techniques et sociétaux. On a à peu près 105, une grosse centaine en fait de thèses et de postdocs par an. Le principe, effectivement, c'est le cofinancement entre un partenaire industriel ou institutionnel et le CNES. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis un petit peu le calendrier. Donc, en termes d'information, en fait, il suffit d'aller, j'y reste soit sur le même site, en fait, là où on dépose les RT, donc rt-thèse.thèse.fr, ou bien en fait sur le second site, dans lequel effectivement vous avez toutes les informations nécessaires. Et les contacts OCTES, donc c'est Cécile Vignol ou bien Myriana Lozac. Ensuite, je passe effectivement au programme R&D nationaux. Alors, j'ai mis O, mais en fait, j'en parle que d'un. En fait, c'est dans le cadre du PIA. Donc, comme j'ai tout à l'heure en introduction, celui-ci en fait a été orienté sur les proof of concept. Donc, en fait, on parle de POC PIA. Donc,
là, en fait, ça a été le cadre en fait, qui a été défini. C'est un programme en fait, pour démonter en TRL. Donc là, avec un but donc, assez clair, hein, assez important, de monter en TRL pour amener un produit commercial adossé à un business plan. Voilà, c'est vraiment, je dirais, le cadre qui a été fixé en fait, par l'État, hein, pour pouvoir en fait être éligible à ce cadre. Alors, les propositions sont travaillées avec les services techniques du CNES, voilà, donc, mais c'est l'industriel en fait, qui le présente directement au SGPI, donc au secrétariat général pour l'investissement. Et ensuite, le CNES a en fait un rôle d'opérateur pour la réalisation en fait, de ces actions qui ressemblent en fait à des actions R&T, voire même plutôt démonstrateurs. Alors, la granularité en fait est l'ordre du million d'euros, donc c'est clair, parce que là, encore une fois, on était élevé et on veut aller en fait jusqu'à un produit commercial. Hein. Alors, par contre, là, une petite précision, c'est que en fait, ces cadres PIA, depuis quelques années, en fait, maintenant, ils sont régulièrement lancés, mais bon, on n'est jamais certain en fait, qu'ils ne seront pas interrompus à un moment donné. Hein. Mais bon, pour l'instant, ça fait quand même pas mal d'années que le PIA a perdu. Alors, passons maintenant en fait au programme R&D européen. Donc, alors là, comment dire, en termes d'introduction, clairement, en fait, j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire que déjà, en fait, comment dire, au niveau CNES, au niveau France, il y a des cadres, en fait, il y en a beaucoup. Internesa, il y en a beaucoup aussi. Donc, en fait, il fallait faire un choix en fait, dans la présentation. Et je me suis dit, typiquement, en fait, ce que je vais présenter, ce sont les cadres, en tout cas les programmes auxquels vous pourriez presque naturellement en fait, postuler. Quoi. Alors, pourquoi en fait aller au niveau européen? Bon, déjà, en fait, c'est pour avoir une visibilité, hein, ça c'est clair. Dès lors que vous postulez un programme européen, vous avez une visibilité européenne. Ça permet effectivement d'avoir, je dirais, de démultiplier l'effort. Si d'autres pays en fait ont l'intention, je dirais, de s'agréger à ce que vous proposez, eh bien en fait on en fait un peu plus. On peut noter quand même que l'arrêté donc proposé par le CNES est souvent un tremplin, c'est-à-dire que on mature effectivement une idée et après on la propose. Entre parenthèses, ça permet peut-être également en fait de sécuriser la partie propriété intellectuelle aussi. Hein. J'ai vérifié, je crois que tous les programmes sont ouverts au PME. Par contre, vous devez savoir qu'il y a la règle du retour géographique, c'est-à-dire que, voilà, en fait, comment dire, l'ESA veille à ce que lorsqu'un pays met X en termes de budget, en fait, il a un retour vers ces entreprises de X. Alors, soit c'est X moins 20%, grosso modo, parce qu'il y a quand même le levier de fonctionnement de l'ESA. Alors, je l'ai mis en rouge parce que là, clairement, en fait, surtout en fait, si vous quelque part débutez, ou en tout cas si vous êtes un peu nouveau, je dirais dans la R&T spatiale, quelque part, j'allais dire, n'y allez pas tout seul. C'est-à-dire, en fait, vraiment prenez le temps en fait de venir discuter avec nous parce que on connaît bien, je dirais, le système de l'ESA, de l'Union européenne, et en fait, le test est dans tous les boards. Donc, ça veut dire qu'on participe à l'harmonisation, c'est-à-dire que en termes de priorité, on sait très bien en fait ce qui va je dirais être ce qui va arriver dans un appel d'offres ou pas, et on pourra vous dire, effectivement, là, de toute façon, c'est pas la peine d'y aller ou autre. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, n'hésitez pas à venir nous en parler. Un point important, c'est que il y a un côté administratif en fait qui est assez important, donc en fait et qui est nécessaire. Et c'est vrai qu'en fait que pour des petites structures, ça peut être un frein parce qu'en fait toutes ces activités-là, comment dire, quelque part, sont pas productives, donc elles sont pas rémunérées. Hein, donc et là, je vous ai mis en fait la plateforme de soumission de tous les appels d'offres de l'ESA. Donc, voilà, vous l'avez inscrit ici. Alors, donc, comme je disais, j'ai dû faire un choix par rapport à tous les programmes qui existent. Alors, je commence par le T2, donc Technology Development Element Programme. Alors, pour chacun, voilà, je pense que je passe assez vite, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait voilà, comment dire, quelque part, en fait, j'ai indiqué le niveau de TRL, comment dire, quelle était la forme, je dirais, de soumission, appel d'offres ou bien alors, comment dire, appel à projet, etc. Et puis, l'ordre de grandeur, effectivement, des actions proposées. Voilà, c'était un peu, comment dire, mon fil rouge pour chaque programme. Hein.
Donc, il y a le TDE, donc c'est un programme en fait, on appelle obligatoire, entre obligatoire et optionnel. Obligatoire, en fait, c'est des programmes de l'ESA auxquels en fait toutes les nations de l'ESA en fait se doivent de souscrire, ils sont obligés. Alors que les programmes optionnels, on verra tout à l'heure, c'est voilà, c'est chaque pays en fait qui choisit d'y aller ou pas. Donc là, c'est un programme obligatoire en fait qui couvre tous les secteurs, je dirais, des systèmes spatiaux. Donc c'est un plan à 2 ans. En fait, les appels d'offres en fait arrivent, je dirais, tous les 2 ans en fait, hein, et c'est sur base de consultation. Le GSTP que certains d'entre vous connaissent déjà en fait très probablement, là aussi en fait c'est un caractère, je dirais, assez général. En fait, c'est un caractère de multifinalité. Hors télécom par contre, télécom effectivement on verra tout à l'heure, c'est pas un Martès. Donc on a des niveaux de terrain entre 4 et 7. La CNES en fait est très acteur parce qu'il participe vraiment à un travail d'harmonisation en amont des roadmaps. Alors elles sont établies, les roadmaps en fait par sujet. 5 sujets sont revus tous les 6 mois, donc ça fait 10 sujets par an. Comme il y a 50 sujets, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un cycle, je dirais, de 5 ans. En fait, tous les 5 ans, tous les sujets sont revus. Un point particulier, c'est que pour postuler en fait à ce GSTP, il faut une lettre de support du CNES, et en fait, vous est donné un pré-instruction des équipes du CNES. Les points de contact chez nous, donc Dampierre et puis Patrice. Ensuite, Artes. Donc ça, c'est vraiment le programme dédié en fait aux télécoms. Alors aujourd'hui, en fait, on parle de Artes 4.0. Voilà, parce qu'en fait, avant, il y avait plusieurs lignes. Aujourd'hui, voilà, il y a eu, depuis la dernière ministérielle, en fait, on parle de Artes 4.0. Là, en fait, j'ai juste mentionné le fait que la France soutenait plus particulièrement le programme CC, qu'on appelle CC, donc Core Competitiveness, constitué en fait des lignes AT, bon, Advanced Technology, donc c'est un TRL plutôt bas, enfin, jusqu'à démonstration en vol, en fait. Hein. Là, il n'y a pas de cofinancement demandé. Et le programme Competitiveness and Growth, donc CG, là, il y a effectivement un cofinancement selon le TEL et le type de titulaire. Là également, en fait, ça passe par une lettre de soutien suite à instruction du CNES. Et le contact, c'est Jean-Philippe Tézan. Le suivant, donc, c'est Navisme. Donc là, c'est pour des activités surtout liées aux activités de type GNSS. Alors, bien sûr, Orgalileo et EGNOS, ça, c'est le cadre de l'Union européenne. Donc là, en termes de maturité, effectivement, comme ça m'a été confirmé, c'est assez large, donc TRL 1 à 8. Bon, je passe un petit peu sur le détail, juste pour dire que là aussi, en fait, il y a une lettre de support à obtenir. Voilà. Et un point important, c'est que les activités proposées, en fait, se doivent d'être en consortium avec d'autres partenaires européens. Voilà. Donc, pareil, en fait, pour un montage, vous pouvez te contacter Jean Maréchal chez nous. Voilà, et je pense que c'est le dernier programme que je présente, européen, en tout cas de l'ESA, donc le Earth Observation Envelope Programme. Donc là, bon, c'est clairement lié en fait aux missions d'observation. On a un programme tous les 3 ans. Donc là, pour la prochaine période, en fait, 2019-2022, la France a mis 70 millions d'euros. Donc en fait, vous voyez, donc avec le retour géographique, qu'est-ce que ça peut donner en fait pour l'industrie et les labos français. Voilà. Et là aussi, point pas forcément important, mais en tout cas intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a pas de cofinancement demandé. Et de contact, c'est Selma Charchali. J'en termine en fait avec les programmes cadres H2020 et aujourd'hui en fait Horizon Europe. Donc là, le cadre est un petit peu différent, c'est-à-dire que voilà, l'Union européenne fait son propre programme de recherche hein, qui est à coût de milliards d'euros, hein, mais dans lequel en fait il y a une composante espace et un budget associé. Je n'ai pas eu le temps d'aller rechercher le budget associé. Alors, le point important, c'est que là, par contre, il n'y a pas de notion de retour géographique. Donc, en fait, là, toute proposition qui se cale dans le cadre technique et qui est une bonne proposition, indépendamment, je dirais, de la nationalité, obtient effectivement le contrat. Donc là, on a des work packages, des programmes qui paraissent tous les 2 ans. Et là aussi, en fait, il y a obligation de créer un consortium pour répondre avec 3 nationalités différentes. Et seul le leader du consortium en fait s'interface avec l'Union européenne. Là aussi, dire la différence avec les autres programmes, c'est que dès lors qu'on est au niveau de l'Union européenne, en fait, voilà,
les projets sont vraiment d'envergure et l'unité, là, c'est effectivement le million d'euros, quoi, voilà. Et là, par contre, il n'y a pas de lettre de soutien de la part du CNES. Voilà. Donc, j'en ai terminé en fait par le parcours des différents programmes. En termes de conclusion, alors, je pense qu'en fait, il faut revenir un petit peu à l'objectif recherché par tous, c'est-à-dire que là, le CNES, en fait, se doit de préparer les missions du futur. Il a aussi comme rôle de développer les compétences et l'économie nationale et de renforcer la compétitivité. En fait, il doit jouer son rôle dans cette, je dirais, de manière un petit peu globale, quoi. Et alors, pour jouer ce rôle, justement, je pense que le point important, c'est de savoir que l'on recherche en fait d'abord des partenaires, c'est-à-dire que, je veux dire, comment dire, on n'est pas fanat, je dirais, d'entreprises de labo, en fait, qui recherchent, je dirais, la subvention, pour la subvention. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelqu'un qui s'investissent en fait dans le domaine spatial, qui ont envie de faire des choses dans le domaine spatial, c'est-à-dire en fait sur une certaine durée. Ça permet effectivement d'abord de se connaître, d'établir en fait des relations de confiance, et puis il faut un peu de temps quand même, je dirais, pour, en termes de compétences en fait, pour monter, je dirais que ce soit l'industrie du laboratoire ou le CNES, quoi. Donc voilà, c'est ce type de relation que l'on recherche, quoi. Et puis aussi, ce que l'on recherche, tout à l'heure en fait, je parlais de rupture, mais clairement, en fait, c'est de travailler ensemble, voilà, tout simplement pour être, je dirais, à l'état de l'art technologique. Si on veut à la fois faire pas que de belles missions, mais en tout cas des missions avec des performances en fait qui sont au rendez-vous. Si on veut développer en fait les compétences, l'économie, la compétitivité, ça passe forcément en fait par ce niveau un peu exigeant d'être à l'état de l'art. Ensuite, point important, c'est que, encore une fois, pour préparer une proposition, vraiment, on insiste en fait de passer par les services techniques. Je dirais, tout le monde en fait, je dirais, y gagne. Voilà, comment dire, pour préparer une proposition, si effectivement, comment dire, elle est mal ficelée, ben, quelque part, il y a des risques effectivement qu'elle ne passe pas, en fait, qu'elle ne soit pas sectionnée, même si l'idée elle est intéressante. Voilà, donc en fait, c'est intéressant, et plus qu'intéressant de travailler avec les services techniques. Et enfin, voilà, si vous voulez nous faire connaître, indiquer un positionnement d'entreprise, voire même une stratégie d'entreprise, parce que pour nous, c'est important justement de savoir là où vous allez. Quand je parlais de partenariat, en fait, c'est quand même bien ça aussi. Et si on peut vous aider en fait dans cette stratégie-là également, voilà, donc c'est intéressant pour nous en fait d'être conscient. Voilà. Et puis, si vous voulez chercher le bon cadre de recherche, là aussi, je veux dire, ne vous prenez pas la tête, en tout cas pas trop la tête, je dirais, de savoir est-ce que je fais de la R&D, démonstrateur, je fais un poste, etc. Venez nous voir, voilà, simplement. Et là, effectivement, plutôt, je dirais, le point de contact, ce sera la sous-direction du futur, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, et un tout dernier mot, comment dire, quitte à y être, j'allais dire, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Sachez également que le CNES, en fait, c'est relativement nouveau quand même depuis 2 ans ou 3 ans, a des dispositifs d'aide au développement des entreprises et je vous ai mis en fait le site qui est extrêmement complet. Là, on parle plutôt en fait de montage financier. Merci Luc. Voilà. Bon, un beau round là, avec beaucoup de guichets et de contacts. Donc, avant de passer à la séance de questions, vous pouvez poser des questions dans l'outil. Il y a un onglet particulier et on les prendra au fil de l'eau de manière à pouvoir les poser à Luc, les questions générales, les questions particulières, elles lui seront communiquées et il vous y répondra dans un deuxième temps. De la même façon que certaines personnes ont posé la question, nous vous ferons passer la copie des planches et le lien pour le replay de manière assez rapidement. Je voulais juste rappeler, avant de passer aux questions, Aerospace Valley peut vous aider aussi à vous orienter vers le CNES. On est là pour ça et c'est pour ça qu'on a fait venir Luc. Mais il n'y a pas non plus que le CNES, il y a aussi d'autres guichets. Et par exemple, les points de contact nationaux, il y a Hélène Bonfils qui officie depuis pas mal de temps. Et depuis peu, nous avons un point de contact national, le deuxième point de contact national, qui est Fabienne Daveyran, qui est au pôle Aerospace Valley. Et ça, c'est pour la partie, je dirais, régionale, mais aussi nationale, puisque c'est un point de contact national. Donc, n'hésitez pas. On est là aussi pour compléter. Et puis après, on communique entre nous pour se coordonner sur ces affaires-là. Donc, on va passer aux questions. Donc, la première question qu'on a vue arriver, c'est Luc, tu as parlé de R&T,
mais est-ce que souvent, si on parle de R&D, est-ce que tu pourrais situer les efforts R&D qui existent et par rapport à l'ensemble des activités R&D, de manière synthétique, évidemment? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Je veux dire que là, le focus, effectivement, est encore une fois sur le processus R&D. Je parle d'autres programmes, mais clairement, en fait, si on monte au niveau de la préparation du futur, c'est un des éléments de la préparation du futur. Au CNES, par exemple, effectivement, il y a d'autres cadres. En fait, il y a des études métiers, comment dire, il y a les phases zéro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des endroits où aussi on prépare le futur. Voilà. Il y a une part également en fait de préparation, presque même de R&D dans les projets eux-mêmes. Par exemple, en phase A, il y a également en fait, des sujets qui ressemblent beaucoup en fait à de la R&D aussi. En fait, si j'ai bonne mémoire, l'effort de R&D est à peu près 10 fois le volume de R&D. Juste pour vous donner une idée, ça permet de situer les choses. La question suivante. Tu as abordé pas mal les systèmes orbitaux. Tu as mentionné en tout début la partie lanceur. Est-ce que tu pourrais indiquer quelques mots par rapport à ça? Oui. Alors, effectivement, j'avais une casquette extrêmement systèmes orbitaux. Et comment dire, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai pas forcément eu le temps là de parler en fait des lanceurs. Alors, ce qu'on a conduit avec Christian, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la présentation qui vous sera renvoyée, en fait, je vais rajouter un slide effectivement, en fait, sur la partie lanceur avec les points de contact qui reviennent, parce qu'effectivement, les lanceurs ont eux aussi en fait géré leur programme de R&D. Par contre, comme ça de tête, en fait, le budget, comment dire, je ne les ai pas en tête. Et c'est vrai que j'aurais aussi pu en parler, étant donné que les deux ne sont pas complètement disjoints dans le sens où, par exemple, comment dire, des personnes en fait d'ADLA assistent à nos copies R&D et inversement aussi, bien sûr. Mais tout ça n'est pas complètement étanche. Lorsqu'on a des R&D en fait sur l'interface lanceur, et clairement, c'est comment dire, l'interface entre les systèmes orbitaux et les lanceurs. Donc, oui, effectivement, là-dessus, il y aura une slide supplémentaire. Oui, on continue à poser des questions. Pour des raisons de confidentialité, on est obligé de poser des questions sans passer la parole aux gens pour ne pas donner les noms des différents intervenants. Alors, je continue dans les questions là qui sont arrivées. Donc, tu as parlé de ce que je comprends, hein, tu as parlé du programme actuel, mais quelles sont les évolutions, les tendances que l'on sent dans les années qui viennent, dans les 2-3 ans, oui, c'est ça, 2-3 ans qui viennent? Alors, je ne vais peut-être pas forcément répondre sur la partie technique. Simplement, en fait, je vais laisser le prochain appel à idées en fait, sortir. C'est pas pour me défausser, mais encore une fois, il y a probablement beaucoup, et en termes de priorité, sincèrement, là, comment dire, j'aurais peut-être un petit peu de mal. Simplement, j'en profite peut-être pour dire que le processus, en fait, lui-même, va probablement évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, on est en réflexion en fait, pour une évolution du processus, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour coller un peu mieux, je dirais, en fait, aux évolutions, je dirais, des contextes extérieurs. Et je pense que ce n'est pas forcément un gros secret, mais l'idée, c'est que le CNES mette un peu plus en avant, en fait, je dirais, des thèmes sur lesquels il va vouloir effectivement travailler. Et en fait, ces thèmes traduiront, alors, je dirais, soit une tendance, et je préférais même, je dirais, que le CNES ne soit pas simplement, je dirais, suiveur de tendance, mais crée la tendance. Et c'est en fait vraiment le point sur lequel on va vraiment travailler, c'est-à-dire que le CNES, il est là pour prendre les risques avec vous, en tout cas pour assumer les risques. Et il doit préparer, je dirais, demain, voire même l'après-demain. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va travailler, que l'on a travaillé. Et en termes de propositions, de futures propositions dans l'appel à idées, on a déjà un peu commencé à le faire, mais la tendance, en tout cas, ce sera celle-là. La question suivante, bon, les actions de R&D, c'est des engagements de moyens, les engagements de résultats dépendent un petit peu, c'est plus difficile. Hein. Oui. Donc, la question qui est posée, c'est est-il possible de prolonger une action de R&D qui n'a pas abouti au résultat prévu au départ et comment? Oui, la réponse est oui.
En fait, comment dire, c'était l'un des critères d'ailleurs qui permet en fait de partir en gré à gré avec quelqu'un. Encore une fois, ça va passer, je dirais, par l'avis des structures techniques, c'est-à-dire que, bien sûr, en fait, s'il y a matière à aller plus loin, si on sent qu'effectivement c'est trop tôt pour s'arrêter, clairement, en fait, là, il y a toutes les chances, en fait, effectivement, que les copiles, en fait, acceptent effectivement quelque part de remettre un peu au pot. Et quelque part, c'est même l'une des raisons d'être de la R&D, c'est-à-dire lorsqu'on sent que manifestement il y a quelque chose qu'il faut continuer à creuser, en général on le fait. Je dirais même qu'on arrive toujours à trouver le budget qu'il faut pour le poursuivre. Il va falloir convaincre et ça dépend aussi pertinence et effort. Exactement, c'est-à-dire que malgré tout, si cette année-là il y a d'autres actions qui sont, je dirais, bien plus prioritaires, etc., malheureusement, bon, mais quand même, je dirais, ce qu'il faut bien, je n'ai peut-être pas insisté non plus tout à l'heure, dire que même des actions qui ne sont pas sélectionnées, celles qui sont très innovantes, on garde un œil dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de retrouver un cadre autre. Donc, il faut discuter. Il faut discuter. Alors, la question suivante, c'est selon les services, est-il possible de connaître les feuilles de route R&D long terme? Alors, ça, c'est pas simple. Je dirais même qu'en fait, je suis même pas certain en fait que le CNES ait l'habitude en fait de diffuser ces roadmaps. Voilà. Donc là, je préfère bon. Et tu peux aussi, là par rapport à ça, l'opportunité aux gens, c'est de communiquer. Et donc, c'est de poser des questions pour que les gens se situent par rapport à l'environnement. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de feuilles de route qui sont confidentielles, voire elles ne sont pas forcément à jour. Donc, même si elles étaient communiquées, ça ne serait pas forcément pertinent, quoi. Oui, et je pense que la meilleure réponse, en fait, c'est, bon, quelque part, de toute façon, voilà, comment dire, le CNES, en fait, n'a pas vocation à tout dire non plus. Je veux dire, hein, je dirais comme l'industrie, un labo, en fait, ne dit pas tout non plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas envie, en fait, de tout dire, parce que dans une roadmap, en fait, il y a quand même tout. Il y a nos analyses, en fait, il y a des aspects de politique industrielle aussi. Donc ça, en fait, on ne voudra pas, en fait, le mettre à la diffusion de tout le monde. Par contre, là, je voulais, en fait, faire une réponse un peu plus, je dirais, positive, dire que, encore une fois, le CNES, en fait, bâtit ses roadmaps pas tout seul. Il est bâti, en fait, avec le monde industriel et le monde académique. Et ça, c'est très important. Bon, là, il y a une question qui sort un peu du cadre, mais je pense que tu verras si tu peux la prendre de suite. C'est pour la maturation et la valorisation des brevets en copropriété avec le CNES, quel est le meilleur point d'entrée au CNES? Service technique co-inventeur ou DIA? Alors, effectivement, je crois que c'est DIA. Hein. C'est effectivement DIA dans l'infrastructure en fait DIA-CD. Hein. Voilà, en fait, aujourd'hui, il y a une cellule en fait valorisation. Et on communiquera le nom de la personne qui est le point d'entrée là-dessus. C'est ça, voilà. Alors, une question technique, je ne sais plus si ça apparaissait dans tes planches. À quelle date sera ouvert l'appel à proposition R&D externe pour le plan 2022? Alors, ça sera, donc l'appel ID va probablement sortir fin juin. Donc, fin juin, en fait, sur le site externe, vous aurez le texte de l'appel ID. Et je crois qu'on avait positionné cette présentation aujourd'hui justement pour qu'elle soit en amont et que vous ayez la possibilité déjà de préparer. Voilà. Je pense que un petit peu quand même, voilà. Alors, une question qui est peut-être un peu plus générale, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre dans la séance, mais c'est comment s'articule le programme R&D démonstrateur avec le programme Startup à l'ESABIC? Et notamment parce qu'à l'ESABIC, il y a un support du CNES d'un certain nombre d'heures, il y a un support d'Airbus et d'autres grands groupes. Est-ce que… Alors, juste un petit mot peut-être en fait voilà, de ce que j'en sais. Voilà, après, question tu veux compléter, tu peux compléter. Je dirais que il y a encore une fois côté DIA-CD, en fait, il y a des personnes en fait qui sont mieux passées que moi et qui sont très en lien effectivement. Donc là c'est pareil, je peux pas donner le nom. En fait, le dernier site en fait que je donne en fait entreprise.cnes.fr, il y a par exemple en fait dedans un sujet en fait sur Connect by CNES, et vous verrez que c'est un cadre
qui permet effectivement d'accompagner les entreprises dans leur montage, leur financement, etc. Et qui est très en lien avec les ABIC. Et ce que je peux dire, et c'est là où je ferai un lien avec la R&T, c'est qu'il n'est pas rare que dans ce cadre-là, justement, donc en fait, la personne qui est en charge en fait, au CNES de ces issues-là nous fasse remonter, je dirais, une start-up qui dit ah bah tiens, cette start-up-là a une super idée. En tout cas, pour moi, ça a une super idée. Et elle nous le fait remonter et on regarde vite fait sa technique, si effectivement, comment dire, ça vaut le coup. Et là, non seulement il a accompagné dans le cadre des ABIC, mais on l'invite à déposer une action R&T. Et je pense très fort, mais je ne vais pas citer, à une start-up en fait, qui a démarré comme ça et qui a fini par faire un produit. Alors je pense que c'est vrai qu'il y a plusieurs guichets, mais quelque part, monter une start-up et faire une action de R&T, ce n'est pas la même chose. Et donc, derrière, on a parlé uniquement de la R&T aujourd'hui, mais par ailleurs, il y a de la coordination qui est faite entre les ABIC, le district, les activités qui sont sur Connect by CNES. Et il y a même une convention qui est en cours de rédaction pour justement coordonner toutes ces activités-là. Donc là, je pense qu'on s'écarte un peu quand même de notre objet initial, mais c'est juste pour dire qu'il y a aussi d'autres guichets, et soit directement vers le CNES, soit directement vers les ABIC ou Aerospace Valley. Après, on se coordonne pour jouer au mieux, mais quelque part, il faut quand même retenir qu'une action de R&T, ce n'est pas la même chose que créer une start-up, mais par contre, tout ça, ça discute. Je crois qu'on est un peu, après, il y a un certain nombre de questions qui sont des questions, j'allais dire, qui sont plus ponctuelles. On va te communiquer peut-être la liste. Si vous avez encore des questions, le temps qu'on ferme l'outil, et sinon vous pouvez les envoyer directement à Luc, de façon à ce que tu puisses répondre aux questions qui manquent. On va te remercier pour cet exercice, qui est un bel exercice de cette thèse. Et puis après, je pense que ça se donnera l'occasion aux gens d'avoir des points de contact. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est que c'est vrai qu'il y a des processus, c'est vrai qu'il y a différents guichets. C'est pas toujours évident de savoir auquel il faut s'adresser. Il faut communiquer pour arriver. C'est pas forcément à la première personne qu'on a la réponse, mais en général, à un bout de coup, on arrive à avoir le retour. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et vraiment, l'autre point, c'est n'attendez pas qu'il y ait l'appel à idées qui soit sorti pour faire une réponse à la va-vite. Il faut vraiment, pour avoir des chances d'aboutir, il faut le préparer en amont. Parce que sinon, derrière, vous serez soit à côté de la plaque, soit vous ne serez pas compris. Et dans les deux cas, ça ne va pas aboutir, quoi. Donc, c'est ça qui est le plus dommage. Et c'est un peu ça l'objectif principal de cette intervention. Je te remercie beaucoup, Luc. Voilà, très bien, merci, avec grand plaisir.